Bonjour, et je suis en compagnie aujourd'hui de Pascal Prigent, directeur général de GenFit. Bonjour Pascal Prigent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de GenFit depuis septembre 2019. GenFit, c'est cette biotech spécialisée dans la NASH, on peut le dire, avec son traitement le plus avancé, l'élafibranor. Eh bien, elle a communiqué hier sur les résultats de phase 3 d'élafibranor dans la NASH. Ces résultats sont négatifs. J'ai envie de commencer par une première question peut-être toute simple. Quelle réaction vous inspire cet échec aujourd'hui? Évidemment, une forte déception. Et je dirais une déception à plusieurs niveaux. D'abord, pour les patients et pour les soignants, parce que contrairement à ce qu'on peut voir ici ou là, la NASH est une vraie maladie avec des conséquences potentiellement dévastatrices. Et aujourd'hui, avec l'échec de Resolvit, c'est une option qui potentiellement disparaît sur une maladie où aujourd'hui il n'y a rien. Ensuite, grosse déception pour toutes les équipes de GenFit. Il y a des gens qui ont bossé très dur et depuis longtemps sur ce produit. On y croyait tous. Pour certains employés, c'est 20 ans sur ce produit, donc une forte charge émotionnelle. Et aujourd'hui, évidemment, ils sont tous très déçus. J'ai une pensée pour Jean-François Mounet, le fondateur, parce que c'est quelqu'un qui a porté à bout de bras cette société pendant 20 ans. J'ai pu lire ici ou là des gens qui disaient ils savaient, etc. Et ça montre une méconnaissance totale de ce secteur. Hein. Bien évidemment qu'ils ne savaient pas. Moi, je peux vous dire que je parle à Jean-François tous les jours. Il y a encore quelques jours, on parlait de ce qu'on pensait pouvoir être les résultats et on y croyait, on était optimiste. Donc, il est très déçu aujourd'hui. Moi aussi, évidemment, à titre personnel, j'ai rejoint GenFit pour préparer la commercialisation de l'élafibranor. C'est donc évidemment pas le scénario qu'on avait en tête. Mais ceci dit, quand on rejoint une biotech, moi je viens du monde de la pharma, depuis 20 ans, je connais ce cycle d'espoir, de déception, mais parfois aussi de grande joie quand c'est un succès. C'est ce qui fait la beauté de ce secteur aussi. Donc voilà. Et après, finalement, j'aurais évidemment une pensée pour tous nos actionnaires, nos partenaires, les gens qui nous ont soutenus depuis très longtemps et qui, évidemment, aujourd'hui, comme nous tous, sont très déçus. Donc, le maître mot aujourd'hui, déception. Ouais, déception, hein, c'est vrai qu'il y a eu une réaction marquée comme on peut s'y attendre sur le titre. Quand on se penche quand même dans les détails de cet essai, Pascal Prigent, il y a quelque chose qui fait beaucoup couler d'encre aujourd'hui, c'est notamment le taux de réponse plus fort qu'attendu du bras placebo. Alors vous allez nous expliquer un petit peu simplement ce que ça signifie et puis aussi, est-ce que vous avez, je sais que c'est tôt, mais peut-être un début d'explication sur ce phénomène? C'est vrai, vous avez raison, c'est la grosse surprise de cette étude, puisqu'en fait, si on regarde les résultats de l'élafibranor à proprement parler, tant sur la résolution de la NASH que sur la fibrose, on est à peu près au niveau attendu, 19% pour la résolution de la NASH, un peu plus, 25% dans la fibrose. C'est ce qu'on attendait, c'est même un peu au-dessus dans le cas de la fibrose. Par contre, au niveau du placebo, on est à quasiment 15% sur la résolution de la NASH, alors que ce qu'on constatait jusqu'à présent, c'était plutôt entre 5 et 8%, et on est à quasiment 22% sur la fibrose, ce qui est évidemment énorme. Alors, pour être très honnête, aujourd'hui, c'est des chiffres qu'on s'explique encore pas. On a regardé un certain nombre de choses qui sont sans doute les plus faciles. Donc, on a regardé est-ce qu'on est vraiment sur une population de patients qui est similaire à celle des autres essais. La réponse est oui. Est-ce que les protocoles sont différents? La réponse est non. Est-ce que les caractéristiques de baseline, donc la sévérité de la maladie, la prise de médicaments concomitants, etc., est-ce que ça c'est différent? On voit rien non plus. Donc on ne pense pas que ce soit là l'explication. On ne sait pas encore de manière certaine, mais une piste, c'est la lecture des biopsies. Et c'est ce que nous a conseillé notre steering committee, donc les leaders d'opinion qui sont impliqués dans le steering committee, nous ont dit regardez et peut-être faites une deuxième lecture. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la littérature, on voit qu'il y a une forte variabilité suivant la personne qui lit la biopsie. Ils ont tendance parfois à voir des choses différentes. Il y a une publication qui va arriver sur une étude récente de phase 2 qui montre qu'en fait, avec deux lecteurs, ils voient des choses totalement différentes. Donc, peut-être que la variabilité dans la lecture des biopsies est un élément de réponse. On le saura quand on aura fini ce travail.
Alors, un élément de variabilité, je vous écoute, hein, et justement, quand vous Ouais. expliquez, vous dites que vous allez partager les résultats détaillés avec les autorités réglementaires dans les mois à venir, afin de prendre une décision dans la poursuite de l'étude, hein, qui s'appelle Resolve It. Est-ce qu'il y a un scénario, finalement, et quand je vous écoute, je me dis peut-être, dans lequel cette étude continue, il y aurait encore un espoir ténu, peut-être, d'avoir des résultats un peu différents de ceux qui sont tombés aujourd'hui? Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est la manière dont fonctionne ce processus d'approbation dit de Subpart A. Euh, les maladies de type métabolique comme la NASH, ce qu'on essaye de faire, c'est de prévenir des événements indésirables comme la cirrhose, par exemple, qui sont ce qu'on appelle des clinical outcomes. Simplement, ces éléments mettent très longtemps à venir et donc le processus de Subpart H permet d'obtenir une approbation anticipée sur la base de ce qu'on appelle un surrogate, donc un élément indice en fait qui est prédictif de la venue de ces éléments indésirables. L'exemple classique, c'est par exemple dans les maladies cardiovasculaires, si vous voulez montrer que vous faites de la prévention d'infarctus par exemple, et ben ça prendrait plusieurs années d'aller le démontrer si vous vous intéressez vraiment à l'infarctus. Alors vous cherchez un surrogate, ce surrogate va être par exemple, je ne sais pas, le taux de cholestérol, Oui. et là c'est quelque chose qu'on peut voir plus facilement. C'était la même logique dans la NASH en regardant d'abord des biopsies, donc ce qu'on appelle l'histologie au niveau du foie, mais ce qu'on cherche vraiment à éviter, c'est ces fameux outcomes. Donc il y a un scénario où on dit on ne sort pas sur l'histologie, c'est négatif, donc on ne pourra pas être approuvé par ce processus de Subpart H, mais si on a des indices forts qui nous laissent penser que finalement au niveau outcome on peut sortir, alors on peut continuer l'étude, et si l'étude est positive sur l'outcome, on obtiendra l'approbation, on l'obtiendra juste un peu plus tard. Alors, Ça veut bien dire, excusez-moi évidemment, Pascal Prigent, ça veut dire que, excusez-moi, je vous coupe, hein, ça veut dire que elafibranor dans la NASH, c'est pas complètement terminé, si j'ai bien compris. alors, je ne veux pas non plus donner de faux espoirs Non, oui, aux gens. Ce dont je vous parlais, c'est une approche, on va dire, théorique. oui, La vraie question, c'est quel est notre niveau de confort oui. sur le fait que c'est possible. Et évidemment, c'est un coût important de continuer l'étude. Donc, on ne va pas le faire si on ne pense pas qu'on a eu des bonnes chances d'avoir quelque chose de positif. Or, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est on ne sait pas encore. Et ce qu'on veut faire avant de prendre une décision, on va dire dans la précipitation, sur uniquement la base des top-line results, on veut se donner la chance de regarder en détail les résultats de l'étude, de se refaire cette deuxième lecture sur les biopsies, voir si c'est différent ou pas. Et en fonction de cette lecture, il y a 3 scénarios possibles, si vous voulez. Il y a un scénario où on dit, bah non, ça va pas marcher. L'élafibranor dans la NASH, ça va pas être possible, on arrête. Il y a un scénario où on dit, on y croit encore, on pense que c'est possible de sortir sur l'outcome et donc on continue l'étude. Et il y a sans doute un scénario un peu intermédiaire où on dit, écoutez, on voit pas forcément quelque chose de très positif au total, mais sous une sous-population, peut-être les diabétiques, peut-être les malades les plus sévères ou une combinaison de plusieurs facteurs. Sous cette sous-population, on voit un signal. Et donc, peut-être que ça vaut le coup d'aller faire une étude complémentaire pour obtenir une approbation avec un label plus réduit. Mais je vous rappelle que le marché de la NASH étant tellement énorme, si on peut avoir une approbation même sur un segment, ça peut rester quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, on ne dit pas on va pouvoir faire l'un ou l'autre de ces scénarios. On dit juste ces 3 scénarios existent. Donnons-nous un petit peu de temps, on parle de 3-4 mois, pour faire ces analyses et pour décider en toute sérénité. Alors, bon, c'est très clair. Elafibranor, il y a aussi un essai clinique dans la PBC, la cholangite biliaire primitive. Une question brute comme ça, hein, c'est une pathologie du foie un peu différente de la NASH, mais avec certaines similarités quand même. Est-ce qu'on peut se dire que, pour le moment, effectivement, ne jugeons pas sur l'avenir, mais avec un échec dans l'elafibranor dans la NASH, on ne va pas vers un échec aussi dans la PBC? Non, nous on ne le voit vraiment pas comme ça. On considère que c'est 2 maladies qui sont complètement différentes, si ce n'est que toutes les 2, effectivement, vous avez raison, des maladies du foie, mais on est vraiment sur des pathogénèses complètement différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il peut y avoir des produits vraiment différents développés dans les 2 pathologies.
Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est certes, on n'a pas de l'efficacité qu'on attendait dans la NASH, mais ça ne remet pas en cause la phase 2B qu'on a faite dans la PBC. Et je vous rappelle que la phase 2B dans la PBC n'était pas seulement une efficacité, on va dire, correcte, c'était une efficacité qui était très au-dessus des produits aujourd'hui acceptés dans la PBC. Donc, on pense vraiment qu'en termes d'efficacité dans la PBC, c'est absolument pas remis en cause. Si on veut faire un read-through entre NASH et la PBC, nous, on pense que ce read-through ne peut se faire que sur la sécurité. Et là, dans l'étude NASH, on retrouve sur des grands nombres de patients un peu les caractéristiques qu'on connaît de sécurité de l'élafibranor. Qui sont très bonnes, qui sont reconnues. Etc. Qui sont très bonnes, tout à fait. Et il y a cette confirmation-là. Donc, pour nous, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Si on pense PBC, on pense que nos chances de succès demeurent importantes. Bon, des chances encore importantes dans la PBC. Vous avez de l'expérience dans le secteur de la pharma, des biotech. Je sais que vous ne souhaitez pas l'échec, mais vous l'envisagez forcément, surtout quand vous prenez cette fonction de directeur général en 2019. Qu'est-ce que c'est votre plan B aujourd'hui, Pascal Prigent? Si vraiment ça ne marche pas avec l'élafibranor, on a vu pour les gens qui suivent le secteur des biotech, Nicox a su se réinventer comme ça après l'échec du naproxenol. Comment vous pourriez, dans le pire des cas, peut-être redéployer, vous aussi réinventer, repositionner GenFit parmi tous les programmes qui existent au sein de la biotech? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans les biotech et avoir uniquement un plan A. Par définition, la biotech est un secteur extrêmement risqué. Le développement de médicaments en soi, c'est extrêmement risqué. C'est ce que ne cessent de répéter les big pharma dès lors qu'on les attaque un peu sur leur prix. Ils expliquent toujours, oui, on a besoin d'avoir des prix relativement élevés vu le nombre d'échecs qu'on peut avoir. Évidemment, c'est encore magnifié dans une biotech. On ne peut pas répartir le risque sur beaucoup de molécules, puisqu'en général, on n'a que quelques-unes, voire une seule. Donc, le risque est inhérent à la biotech et donc, j'ai envie de dire, le plan B est inhérent à la biotech. Et bien évidemment, même si on espérait le succès, on avait prévu aussi les possibilités d'échec. Aujourd'hui, on a 3 axes de redéploiement. Le premier, on en a parlé, c'est la PBC. La PBC, souvent, les gens disent oh, c'est beaucoup plus petit que la NASH, ce qui est vrai. Mais le marché de la NASH présente un certain nombre de challenges en termes d'identification du patient, en termes de quel patient traiter, en termes de quel est le bon moment pour traiter. Est-ce que les gens peuvent en partie se guérir tout seuls? Et notre étude va sans doute contribuer à ce que des gens vont encore plus se poser cette question-là. Vous n'avez pas ça dans la PBC. La PBC, c'est une maladie grave, avec un sentiment d'urgence fort, où il n'y a pas ce problème d'identification du patient, et où vous avez aussi des niveaux de prix beaucoup plus élevés. Ce qui veut dire que même si en termes de nombre de patients, c'est infime par rapport à la NASH, si vous regardez l'opportunité commerciale, nos amis et néanmoins concurrents d'Intercept, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils vendaient, ils espéraient vendre à peu près 300 millions de dollars dans la PBC cette année. Et ils ont une croissance à 2 chiffres. Donc, on peut imaginer que, bon an, mal an, quand on pourrait envisager d'être sur le marché de la PBC, ce soit un marché qui soit entre 400 et 500 millions de dollars, ce qui reste respectable sur un marché où, a priori, on ne devrait pas avoir plus de 2 ou 3 produits. Donc, cette opportunité-là, elle est réelle. Donc, ça, c'est le premier axe, si je suis bien. C'est le premier axe, tout à fait. Le deuxième axe, c'est l'axe du diagnostic NIS4. Tout le monde est d'accord sur le fait que ce marché de la NASH qui théoriquement est très important, ne sera jamais important si on n'est pas capable de détecter les patients. Et aujourd'hui, c'est clair aussi, je pense, pour tout le monde, que la biopsie n'est pas la solution pour détecter ces patients. Personne d'asymptomatique va accepter de se faire une biopsie du foie pour voir si peut-être il a la NASH. Et une fois qu'il est diagnostiqué, on ne sait toujours pas s'il faut traiter ce patient. Ce que NIS4 ambitionne d'être, c'est être un outil qui, sur une simple prise de sang, dit est-ce que vous pouvez ou vous devriez être traité, oui ou non. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour tout le marché de la NASH, ce qui explique d'ailleurs l'intérêt fort que nous portent un certain nombre d'acteurs du secteur qui veulent s'appuyer sur NIS4 aujourd'hui dans leurs essais cliniques et on l'espère demain dans leur approche commerciale. Donc moi, je crois très fort que NIS4 a un vrai potentiel commercial et c'est quelque chose qu'évidemment GenFit va vouloir continuer à développer. En partenariat avec
Donc ça, c'est le deuxième axe, Pardon. effectivement. C'est le deuxième axe, tout Voilà. à fait. Et le troisième axe, ouais. eh ben, écoutez, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, on a quand même la chance chez GenFit d'avoir une optionnalité qui est donnée par notre position en cash, puisque on a la chance d'avoir de quoi voir venir. J'ai envie de dire, on avait annoncé en fin d'année dernière de tête à peu près 260 millions, ou 270 même. Avec cette somme, il y a un certain nombre de choses qui sont possibles à faire en business développement, très clairement. Aujourd'hui, on a une expérience, je pense qu'on est parmi ceux qui connaissent le mieux le marché de la nage au niveau commercial avec Intercept. On a aussi une bonne connaissance du développement clinique et des erreurs à ne pas commettre. On est un peu payé pour apprendre, si je puis dire, dans ce domaine. Et donc, récupérer des molécules qui soient prometteuses et en phase relativement tôt de développement pourrait vraiment être quelque chose sur lequel on pourrait construire un pipeline. Et on a cette optionnalité-là, et c'est aussi quelque chose qu'on va regarder de très près dans les mois à venir. Bon, pour conclure peut-être, Pascal Prigent, GenFit, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, c'est aussi une aventure suivie par de nombreux actionnaires individuels. On imagine aujourd'hui eux aussi leur déception. Quel rendez-vous peut-être là, très concrètement, vous pouvez leur donner cette année en 2020? Et puis peut-être une question un peu ingénue. Quelles sont aujourd'hui finalement les raisons d'espérer un retour à meilleure fortune de GenFit et puis aussi de leurs actions, hein? Alors, moi, je dirais la première chose sur le rendez-vous. Oui. Donc, ce qu'on a communiqué dans notre communiqué de presse, c'est qu'on voulait, comme je le disais en début de discussion, faire cette analyse complémentaire, comprendre vraiment les données, et que ça nous prendrait quelques mois. Et donc, on a donné rendez-vous à nos actionnaires pour un update sur la stratégie à l'automne. Donc, c'est ça le prochain rendez-vous. La prochaine étape, tout à fait. Après, bon, j'ai pu lire ici ou là comment, mais c'est dans 3 mois, c'est très loin. J'ai envie de demander aux gens un tout petit peu de patience. Laisser Resolvit, ça a commencé il y a 4 ans. 3 mois de plus ou de moins vont pas changer fondamentalement les choses. Par contre, s'assurer que les décisions qu'on prenne, qui sont des décisions hautement stratégiques, soient faites sur une base d'une compréhension pointue des résultats me semble quelque chose de tout à fait important. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous. Dans 3 mois. En termes de raisons d'espérer, j'ai envie de dire, c'est ce dont on va parler, c'est cette optionnalité. Le marché de la biotech, des biotech, on le connaît. Il y a quand même un certain nombre de biotech où l'échec du programme phare signifierait la fin de la société. Nous, on a la chance d'avoir d'autres options qui sont d'ores et déjà activées et des possibilités de faire mieux et plus. Pour moi, c'est ça la raison d'espérer. Après, je la raconte pas, je comprends bien la déception des gens. C'est une déception que je partage. On a parlé au début. Moi-même, je suis actionnaire et j'ai acheté des actions de GenFit. Aujourd'hui, je me dis, c'est pas le moment de les vendre. Et ma raison d'espérer, c'est que je pense que on atteint quand même un bas en ce moment. Et moi, j'ai tout à fait l'intention d'en racheter parce que j'y crois. Bon, ben voilà, puis vous reviendrez commenter les évolutions de la société avec nous. Ce sera avec plaisir. Merci Pascal Prigent d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Cet entretien est désormais terminé et on se retrouve très bientôt pour un journal des biotech. Merci.